Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aborderons une figure majeure, John Lennon, qui est un auteur, compositeur, interprète, guitariste, multi-instrumentiste, écrivain et militant pacifiste britannique. Lennon a toujours été contre la violence et il défend avec acharnement la paix dans le monde. Je vous invite à écouter cette intervention de Elsa Dorlin, qui est une figure emblématique de la pensée philosophique contemporaine. Quand le livre est sorti en 2017, c'était fin 2017, et c'était en plein, ce qui allait se passer, c'était la ZAD. Ce qui allait se passer, c'était Notre-Dame-des-Landes. Ce qui allait se passer, c'était vraiment l'idée de l'évacuation de la ZAD et la mobilisation d'un dispositif militaire sans comparaison dans les dernières décennies en France qui allait se déployer face à des personnes qui concrètement étaient en train de défendre leur vie, mais de la façon la plus, l'idée de création de formes de vie autres, de sortir quand même d'une forme de vie qu'on peut relier au néolibéralisme, à l'ultra-consumérisme, à l'exploitation, etc., et qui étaient dans cet espace-là, cet espace-temps, en train de fabriquer une forme de vie pour sauver leur propre vie, en fait, et ouvrir un possible de formes de vie possibles. Et ce que j'ai vu, et ce qui m'est apparu, et ce que j'ai ensuite pensé dans la continuité de se défendre, c'est de dire, voilà ce qu'on en voit par rapport à ça. C'est des bombes lacrymogènes, c'est des bataillons de blindés, et une guerre, qui sont dignes d'un dispositif de guerre. Donc c'est à partir de là que la réflexion ensuite sur l'autodéfense s'est ancrée vraiment dans ce choc de ce qui s'est passé d'abord à Notre-Dame-des-Landes, mais à Bure et avant évidemment à Sivins, etc. Ce que je voudrais du coup essayer de comprendre, c'est deux choses. D'abord, la première chose, je dirais, la question de la violence aujourd'hui, elle, à mon sens, elle a il y a trois problématiques absolument centrales dans laquelle on peut la penser et la réfléchir. Le premier point, c'est celui du rapport à la visibilité de la violence, la production visuelle de la violence, ou en tout cas tout ce qui se trame autour des images de la violence, et de cette idée de figuration, de production visuelle de la violence, de représentation de la violence, etc. La question des images, et du coup de passer par le prisme du visuel. C'est intéressant de voir que il faut, quand on passe par des images de violence ou quand on parle de la violence, la plupart du temps, on parle des images de la violence. Sauf évidemment la plupart des personnes qui subissent la violence, qui comprennent la violence, qui sont en manifestation, qui vivent la violence dans leur corps, qui ramassent leurs yeux, leurs mains ou eux-mêmes et qui crèvent de la violence aujourd'hui policière. Mais le débat sur la violence, il est pour l'instant sur un débat sur les images. Et donc on va avoir l'idée d'une sidération par l'image de violence émeutière, qui est un processus aussi de dépolitisation des violences. Parce que cet effet de sidération, eh bien l'image, elle permet justement de détacher l'événement politique qui est en train de se passer du contexte politique, juste pour en faire des sortes de flash, ce que Naomi Klein a appelé d'ailleurs dans un autre contexte la théorie du choc. En fait, on sidère. Voilà, il y a un effet de sidération et qui suscite concrètement des effets de peur, et même pour des personnes qui, voilà. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième point, c'est que en plus, ou ce que rend possible ce travail sur les images de la violence, qui ne passe pas seulement par les médias, hein, cette idée de rendre spectrale la violence ou la rendre visuelle, elle est déjà très ancienne. Elle passe aussi par les peintures. Si on reprend l'histoire coloniale encore, il y a des peintures de révolte esclaves en fait qui sont montrées et qui tendent à rendre barbare en fait la révolte esclave
et qui glorifie évidemment le colon pacificateur, etc., etc. Donc il y a plus de c'est une longue histoire de la représentation. Mais la deuxième chose, c'est que ça, à mon avis, ça souligne ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur la violence. C'est autant le dire parce que c'est à mon sens ce qui se joue là en ce moment. C'est une lutte idéologique sur la violence. Il y a une guerre idéologique. On est en train peut-être d'assister à de la même façon qu'il y a une lutte des classes, à une lutte idéologique sur la question de la violence. À un antagonisme de classe qui se passe à l'échelle de l'analyse, des idées, du pouvoir de qualification sur ce qu'est la violence, qu'est-ce qui est violent, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ce pouvoir de qualification, il désigne un antagonisme, une lutte entre une majorité qui a ce pouvoir de qualification et une minorité qui tente d'imposer un autre sens. Et donc, il y a plein d'incarnations de ça. Quand vous entendez l'idée que, par exemple, la chemise déchirée d'un patron, c'est de l'extrême violence, mais que les 149 féminicides de 2019, ce n'est pas, suffisamment réel ou suffisamment qualifiable pour être considéré d'extrême violence intolérable. Quand on considère que des bris de verre de vitrines, de fast-food, de banques, ou des bris de plâtre, par exemple des statues de la République à l'Arc de Triomphe ou au Panthéon, lorsqu'il y a eu la mobilisation des Gilets noirs au Panthéon en juillet dernier, des travailleurs sans papier persécutés, et puis exploités, et il y a eu des statues qui se sont cassées. Ça, on a considéré que c'était une violence. Ça, c'est de la violence aussi. La gestion du conflit par la violence. On a considéré que c'était de la violence intolérable, mais évidemment, vous voyez bien qu'il y a un enjeu sur la violence intolérable, insoutenable, adressée à un État démocratique qui est censé avoir une police démocratique, lorsque des individus qui expriment un désaccord et expriment leur liberté d'expression perdent un œil, une main ou la vie en manifestation. Donc c'est les 2 poids 2 mesures, on le sait tout ça, mais il n'empêche comment on peut encore discuter de la légitimité ou de l'illégitimité de la violence dans un contexte où où en fait on est dans un conflit idéologique sur ce qu'est la violence. Et donc toute la question le troisième élément sur cette question de la violence, et c'est sur le point sur lequel après j'arrêterai de déployer cette réflexion, mais lorsque donc je fais retour sur la ZAD, sont survenus évidemment les gilets jaunes, puis la mobilisation dans laquelle nous sommes là. L'enjeu qui m'a été posé ou que je me suis posé à moi-même, et en étant là encore en essayant de travailler depuis ma condition politique, de réfléchir à partir de cette condition politique. Il y a quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est l'idée selon laquelle probablement que il ne s'agit plus de mouvements sociaux tels qu'on les a connus, on le sait, mais il s'agit probablement de l'ordre d'un passage à l'autodéfense de la part d'une grande partie de la population aujourd'hui. Et que ce qui se joue dans la rue n'est pas seulement la question, évidemment, du maintien de droits et non pas de privilèges, mais probablement le maintien de conditions d'existence vivables. Et que il y a quelque chose de l'ordre avec cette idée de la violence policière qui désarme, qui rend sans défense ou qui rend indéfendable ceux qui essayent de se sauver, de sauver leur vie ou de sauver la vie ou de sauver le vivant en général. Dans ce dispositif-là, en fait, tout acte politique aujourd'hui de contestation est un acte d'autodéfense, précisément parce que c'est la vie qui est exposée au risque de mort imminent, la manifestation, la contestation politique, c'est même l'acte politique lui-même. Mais c'est aussi, en y réfléchissant, la question que j'aimerais poser, sur quoi là, moi, maintenant, je travaille, c'est
qui aujourd'hui peut se sentir épargné? C'est-à-dire quelles vies aujourd'hui sont épargnées? Qui peut encore se tenir sur la rive en sécurité et regarder le naufrage et trouver ça sublime? En fait, il y a un continuum, il me semble, dans l'exposition au risque de mort et l'exposition au risque de violence. C'est pas seulement le Black Bloc ou le cortège de tête qui est exposé, ou les gilets jaunes, ou les lycéens qui bloquent les lycées, qui sont exposés à une violence policière. C'est aussi la réflexion sur qu'est-ce que ça signifie rendre une population sans défense, c'est-à-dire l'exposer au risque de mort, qui est un risque de mort par empoisonnement, par la destruction du vivant, par le consumérisme à outrance, par le glyphosate, par le chlordécone, par l'ensemble de ce que nous ingurgitons chaque jour, ce que nous respirons, les conditions dans lesquelles nous sommes. Pouvons nous sentir encore épargnés pour certains. Mais jusqu'à quand, en fait? Et donc la question qui se joue aujourd'hui, la question politique sur la violence, c'est que probablement il se peut que il y ait des passages à la violence précisément parce que ça sera le seul et l'ultime ressource qui restera pour sauver des vies, mais aussi pour essayer de produire ou de créer des formes de vie vivables. Voilà. On prit une attitude par rapport à la mort en disant la mort est naturelle. Pour mourir, il faut d'abord être né. On est né et on va mourir. La nature assemble et elle désassemble. Il ne faut pas s'angoisser avant. Tant qu'on est vivant, la mort n'est pas là. C'est très très fort. Et pourtant, elle est partout. Non, mais elle n'est pas là. Quand elle est là, on est mort. Il n'y a plus de débat. Donc pourquoi se ravager entre les deux? Donc voilà, mais je crois que ça, c'est la condition même de l'humain, de devoir affronter ce problème et apporter sa solution qui peut être que personnelle. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie. N'oubliez pas de partager sur vos réseaux ce podcast. Abonnez-vous. Merci encore et à la prochaine vidéo.